Eh ben, on va commencer. Alors, bonjour YouTube. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais te raconter, mon gars. Euh, En fait, je t'explique, je lance mes premières vidéos pour t'expliquer un peu qui je suis. Moi, je m'appelle William Évêque et j'ai un parcours qui est très lié avec le monde du sport. Euh, j'ai fait STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, où j'ai obtenu ma licence. Et après, bon, ça n'a plus grand chose à voir, mais je suis parti en école de commerce pour avoir mon master. Et ce qui se passe, c'est que là, ça fait 4 ans que j'entreprends. En fait, je suis gérant de boutique de compléments alimentaires. Et je vois un peu que voilà, sur les réseaux sociaux, ça bouge pas mal, notamment TikTok. Et j'avais envie de mettre mon grain de sel un peu là-dedans, de donner mon avis, d'expliquer un peu comment je vois les choses, parce que voilà, j'ai un certain nombre de connaissances. Voilà, sportivement, je suis assez impliqué aussi. J'ai fait notamment pas mal d'athlétisme. À la base, je viens de l'athlétisme. J'ai fait 12 ans d'athlé. Ensuite, je suis parti quelques mois faire mes études à l'étranger. Du coup, j'ai un peu arrêté l'athlé, mais j'ai enchaîné derrière ça avec 5 ans de football américain. Et là, depuis récemment, je fais ce qu'on appelle du power building. C'est un mélange entre le powerlifting, où on va chercher à soulever les charges les plus lourdes possibles sur 3 mouvements. Le squat, le développé couché et soulevé terre. Et on combine ça avec le bodybuilding, où là, justement, on va essayer de jouer un peu sur ce qu'on appelle l'hypertrophie, c'est-à-dire le développement musculaire. Et voilà, vu que je suis quelqu'un qui aime la compétition, alors j'ai pas encore fait de compétition de powerlifting, mais c'est quelque chose qui me tente énormément. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui manque au bodybuilding. Être musclé, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais pas seulement, je voulais un peu plus loin. C'est pour ça que je me suis intéressé au power building et que j'en fais maintenant depuis une petite année. J'ai des perfs qui sont raisonnables pour mon poids. Et donc, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Je donne mon avis. Donc, comment ça va se passer la vidéo? Il ne va pas se passer grand-chose de visuel. Donc, tu peux écouter ça un peu sans avoir à regarder. Tu mets le son dans tes oreilles et tu profites un peu des connaissances que je vais délivrer. Humble connaissance. Voilà, parce que ça fait quelques années que je suis très impliqué dans le monde sportif, que ce soit en termes de complémentation, d'entraînement physique. J'ai pas mal été coaché, j'ai coaché aussi un peu. Donc voilà, je voulais apporter peut-être quelque chose de nouveau. Non, je vais rien apporter de nouveau, mais je vais voilà, te donner mon avis. Peut-être que c'est quelque chose qui te plaira, peut-être pas. Si tu regardes cette vidéo en entier, c'est très certainement que tu es sur YouTube. Et ce qui va se passer, c'est que le contenu de cette vidéo, je vais le découper en short, en vidéo courte, notamment pour TikTok, Instagram, YouTube Short, enfin, voilà, tous les formats short possibles et imaginables. Et comment ça va se passer? Là, je vais me poser, chill. Avec toi, on va discuter entre quatre yeux. Et puis, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées concernant alimentation, entraînement, complémentation. J'ai aussi fait pas mal de recherches sur tout l'aspect psychologique du sport. Pourquoi est-ce que c'est si dur de faire une sèche? Pourquoi est-ce que c'est si dur d'être discipliné à la salle? Parce que c'est des questions qui, quand on s'y intéresse, sont plus profondes qu'elles puissent paraître. Elles sont très liées à notre sélection naturelle. En tant qu'humain, on a subi certaines mutations génétiques. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui. On verra ça peut-être dans les prochains numéros. Mais je te dis ça parce que je vais peut-être aborder aussi ce côté-là, la psychologie du sport, qui moi me passionne, peut-être que toi aussi. Et on va discuter de tout ça ensemble. C'est ma première vidéo, donc j'espère que tout fonctionne, le micro, la webcam, ça a l'air de fonctionner ma foi. Hein. On démarre? Ça te va?
bah super. Alors, première question. J'adore les pizzas, mais comment les intégrer dans un régime sain, sans culpabilité ? Si la pizza, elle vient une fois par semaine, pourquoi pas un peu plus, allez, peut-être 2 fois par semaine maximum, ce n'est pas quelque chose de pas sain. Mais ça dépend de ce que tu manges à côté. Donc si ton alimentation à côté est, on va dire, surveillée, saine, il n'y a absolument aucun inconvénient au fait que tu manges une pizza. Au contraire, je t'inciterais même à en manger parce que, en fait, sur le long terme, quand tu peux t'accorder des craquages alimentaires, ou voilà, tu bouffes pendant le temps d'un repas un peu ce que tu veux, c'est quelque chose qui est énormément réconfortant et qui te pousse la semaine d'après à t'accomplir dans ta diète, à réussir à supporter, si tu veux, les moments difficiles parce que tu sais qu'à la fin de la semaine, le samedi, le dimanche, tu vas te défoncer le bide avec une pizza, un burger, des frites, ce que tu veux. Et les gens qui ont pratiqué voilà, ce qu'on appelle le cheat meal, c'est le fait de manger un peu ce que tu veux une fois par semaine, 2 fois, pourquoi pas, mais il faut vraiment que l'alimentation, elle tienne la semaine. C'est quelque chose, voilà, au jour le jour qui motive de savoir qu'on va pouvoir se faire plaisir, le week-end. Alors, pour répondre simplement à ta question, la seule manière de pouvoir s'accorder des pizzas dans la semaine sans détruire sa diète, c'est si la diète derrière, elle est solide. Et pour avoir une diète solide, là, c'est un peu plus compliqué. Ça demande de s'intéresser et de prendre le temps. Deuxième question. Sauter le petit déjeuner, est-ce vraiment bénéfique pour la perte de poids ? Oui et non. Oui et non. Moi, personnellement, je ne déjeune pas parce que je me lève assez tôt le matin pour pouvoir aller m'entraîner. Et je sais que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'aide à sécher dans le sens où les calories que je consomme au petit déjeuner, en réalité, j'en ai pas vraiment besoin. Même pour aller m'entraîner, je ressens pas, j'ai pas la tête qui tourne, mes séances sont productives. Et donc, c'est des calories en moins au bout du compte, au bout de la journée. D'accord ? Donc, imaginons que mon petit déjeuner fasse, je dis un truc au hasard, 500 calories. C'est 500 calories que je n'aurai pas à la fin de la journée. Ok ? Et donc, sur un jour, c'est un déficit peut-être de 500 calories. Sur 2 jours, c'est 1000 calories. Sur 3 jours, c'est 1500 calories. Et je vous rappelle qu'1 kilo de perdu, c'est 7700 calories de déficit. Alors, je sais pas si vous avez saisi. Donc, si vous arrivez à créer un déficit sur une semaine de 7700 calories, au bout du compte, vous aurez perdu 1 kilo. Okay ? C'est ça que ça veut dire. Donc oui, dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui peut aider à perdre de poids, à perdre de la masse graisseuse, si et seulement si vous ne ressentez pas le besoin de manger le matin. Okay ? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui crèvent la dalle. Peut-être que c'est ton cas. Si tu crèves la dalle, ne t'impose pas le fait de jeûner. Ça ne sert à rien. Opte pourtant plutôt pour un petit déjeuner qui soit consistant, qui te tienne au corps, et puis ensuite le midi, réduire un peu tes apports, plutôt que de crever la dalle et puis craquer avec je ne sais quelle merde au chocolat à 11h ou à 10h et bouffer de la merde. Non, opte plutôt pour un petit déjeuner sain et ce sera bien mieux pour toi. Voilà, donc oui, dans un sens où si tu ne manges pas les calories du matin et que tu arrives à supporter ça, c'est des calories en moins sur le total de la journée. Par contre, si tu crèves la dalle, sur le long terme, c'est pas viable et tu vas finir par craquer et faire de la merde. Voilà. Alors, troisième question. Quelle est la vérité sur le gluten ? Est-ce un problème réel ou une mode passagère ? Effectivement, le gluten, on entend parler de plus en plus pour des raisons X ou Y. Moi, mon avis sur le gluten, c'est qu'il y a effectivement une
partie de la population qui a du mal à digérer le gluten. Ça crée des inconforts intestinaux, des ballonnements. Et au jour le jour, c'est très inconfortable. Carrément, ça peut te pourrir la vie. Donc, si tu as ce genre de problème, limite un peu ton gluten. Alors oui, on retrouve du gluten dans beaucoup d'aliments et des aliments dont souvent on a du mal à se passer. Je pense notamment au pain. Le pain, quand tu as pris l'habitude d'en bouffer, le jour où tu arrêtes, ça fait assez mal. Donc, trouve des solutions. Il existe du pain sans gluten ou des types de pain avec moins de gluten que les baguettes traditionnelles ou les baguettes tradition. Opte plutôt pour les pains qui ont moins de gluten. Et la meilleure manière de savoir ça, donc déjà fais tes recherches sur Internet, tu vas trouver. Mais la meilleure manière de savoir le pain qui te correspond le mieux, c'est de tester. Tu vas chez ton boulanger, tu testes un type de pain, tu regardes les effets que ça a sur ton corps. Est-ce que tu le digères bien? Est-ce que tu ressens des ballonnements? Comment ça se passe sur le trône? Et puis tu sauras à partir de là si c'est un pain qui te correspond. Sinon, si tu n'as pas de problème avec le gluten, te casse pas la tête, mon gars. Te prends pas la tête, ça sert à rien d'être là à diaboliser le gluten. Alors, il a ses défauts, le gluten, mais voilà, si tu as un objectif physique, ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir ensemble, mais il y a des éléments à prendre en compte qui sont beaucoup plus importants que si oui ou non je consomme du gluten. Donc te prends pas trop la tête avec le gluten, gère ton apport calorique, ça fera déjà 60 à 80% du taf en ce qui concerne la prise de masse ou la perte de masse grasse. Gère correctement tes entraînements et un programme que tu arrives à suivre de manière disciplinée. Et là, voilà, tu vas progresser. Gluten, pas gluten, c'est un peu se prendre la tête pour des broutilles, si tu veux mon avis. Est-ce que boire une bière après le travail affecte sérieusement mon régime? Alors, l'alcool. L'alcool va affecter beaucoup plus que simplement ton régime. Ce qu'il faut savoir concernant l'alcool, c'est que quand tu bois une bière, tu bois des calories. Et pour te donner un ordre d'idée, chaque macronutriment, donc les macronutriments, c'est les protéines, les glucides, les lipides, chaque macronutriment a un certain quota de calories. D'accord ? Les calories, c'est l'énergie qu'on donne à ton corps. Si tu consommes plus de calories, si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, tu vas grossir. Si tu en dépenses plus que tu n'en manges, tu vas perdre de poids. C'est ce qu'on appelle l'équilibre énergétique. J'évite de rentrer trop dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines valent 4 calories. 1 gramme de protéines vaut 4 calories. 1 gramme de glucides vaut 4 calories. 1 gramme de lipides, donc ce qu'on appelle le gras, communément le gras, vaut 9 calories. Donc les lipides, c'est extrêmement calorique. C'est plus de 2 fois plus calorique que les protéines ou les glucides. Et d'ailleurs, on a tendance à les diaboliser pas mal, alors qu'il faut en avoir dans l'alimentation. Bref. L'alcool est aussi un élément qui est calorique et qui contient, attendez, 7 calories pour 1 gramme d'alcool. C'est-à-dire c'est pratiquement aussi calorique que les lipides, c'est-à-dire le gras. Donc je vais me permettre un petit raccourci peut-être assez peu précis, mais ma foi, je le ferai quand même. C'est que en gros, quand tu bois une bière, c'est presque comme si tu buvais du beurre. Tout à fait. J'ose le dire. Quand tu bois une bière, c'est presque comme si tu buvais du beurre en termes de calories. Alors, il y a un certain nombre de... Voilà, ça dépend aussi de la bière. Il faut avoir conscience de ça. Toutes les bières ne sont pas alcoolisées de la même manière. 5%, 8%, 12% peut-être pour les plus élevés en calories. Mais il faut savoir que chaque gramme d'alcool que tu bois, c'est presque comme si tu buvais 1 gramme de beurre en termes d'équivalence. Voilà, c'est un fait. Donc oui, tu vas affecter ton régime. Oui, ça risque de te faire prendre du poids, mais ça va bien au-delà de ça. Ton corps, quand il consomme de l'alcool, il a besoin de l'éliminer et il va utiliser littéralement
il va s'épuiser à éliminer l'alcool de ton corps. Et voilà, tu le sais, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Et d'ailleurs, si tu bois une bière par jour et que tu n'arrives pas à te passer de cette bière, c'est littéralement que tu es alcoolique. Voilà. Je le répète, si tu bois une bière par jour et que tu n'arrives pas à te passer de cette bière, tu es alcoolique. Voilà. L'alcoolisme, ne se calcule pas en quantité, ça se calcule en est-ce que tu es capable de te passer de l'alcool à un instant T ou pas. Si tu n'y arrives pas, tu es officiellement alcoolique. Désolé. Ensuite, les cheat days sont-ils réellement efficaces ou juste une excuse pour manger plus ? On en a un peu parlé dans la première question. Pour moi, les cheat meals, les cheat days, non. Tu me parles de cheat days. Les cheat days, non, je ne les recommande pas parce que là, vraiment, on a vite fait de niquer toute une semaine de perfection diététique. En un cheat days, si tu bouffes n'importe quoi matin, midi, soir, tu vas ruiner ta semaine et ton déficit calorique que tu aurais réussi à faire pendant la semaine. Donc, ce que je recommande, c'est plutôt de fonctionner par cheat meals, c'est-à-dire pendant un repas, on s'accorde un peu ce que l'on veut. Donc, le cheat days, non, je te recommande pas, tu vas vraiment flinguer ta diète. Le cheat days, oui, je te le recommande, voire même, je pense que c'est une obligation de les faire plutôt que de suivre un régime ultra restrictif sur le long terme sans jamais s'accorder de plaisir, parce que sur le long terme, gros, tu vas flancher. Tu n'y arriveras pas, très clairement. Comment faire des choix alimentaires sains lorsqu'on mange souvent à l'extérieur ? Ah, c'est pas évident ça. C'est pas évident, c'est une très bonne question. Faire des choix sains, ça va être le point fondamental. Déjà, ça va être de s'intéresser à la composition des produits. Quels sont les produits les plus caloriques ? Quels sont les produits les plus protéinés ? Voilà, par exemple, un produit qui est très utilisé dans le milieu du sport parce que justement, les proportions en termes de calories, de satiété et de protéines sont excellentes, c'est le blanc de poulet. Le blanc de poulet, tu le sais, il a pour gros avantage d'être très protéiné, à raison de 20 à 25 grammes de protéines pour 100 grammes, peu calorique et rassasiant. Et ça, si tu le sais, eh ben, tu peux t'orienter quand tu manges au restaurant vers ce genre d'aliments. Mais ça demande de s'intéresser un peu à l'alimentation. Sinon, de manière générale, je dirais que la salade est quand même s'il peut y avoir des dérives, on s'entend, mais la salade reste quand même une source sûre qui te permet de t'alimenter sans trop abuser. Et puis un point aussi important, c'est de boire de l'eau. Quand tu manges à l'extérieur, ne bois pas de la merde, du coca et compagnie, bois de l'eau. Éventuellement de l'eau gazeuse. Moi, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime le goût de l'eau gazeuse. Presque, j'ai l'impression de boire un soda alors que je bois de la flotte avec 0 cal, tu vois. Donc, bois de l'eau. Essaye de t'intéresser un peu aux aliments principaux. Quel type de viande sont les plus caloriques. Voilà, dès que tu vois un truc qui est... le problème des viandes, c'est qu'ils les font cuire dans 3 tonnes de beurre et tout ça. Donc, forcément, tu vas bouffer des cales, mais voilà, opte plutôt pour les choses qui ont moins de viande, moins de sauce, ce genre de choses. Et puis bois de la flotte. Voilà, mais le secret vraiment de ce que je suis en train de te dire, c'est de t'intéresser à la composition des produits. Les régimes hyperprotéinés sont-ils le secret pour se muscler efficacement ? Non, clairement pas. Clairement pas. Ce qu'il faut savoir, les protéines, effectivement, dans le cadre d'un développement musculaire, sont très importantes. Parce que les protéines, ce qu'elles vont permettre, c'est de nourrir la masse musculaire. Quand la fibre musculaire a été attaquée, endommagée, ça va permettre de la nourrir, d'apporter aux muscles ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent se développer et récupérer. Donc oui, les protéines sont nécessaires au développement musculaire. Mais je ne dirais pas que c'est le secret. On va dire que si tu as un plus ou moins ton quota protéique, tu vas... En fait, ce n'est pas ça qui va véritablement
te faire prendre de la masse musculaire. Ce qui va te faire prendre de la masse musculaire, c'est l'entraînement que tu fais. Que ce soit poids du corps ou musculation, il faut qu'il y ait stimulation musculaire pour qu'il y ait développement musculaire. Donc non, les régimes protéiques, ce n'est pas le secret pour le développement musculaire, c'est l'entraînement physique de manière disciplinée à raison de, selon moi, au moins 3 fois par semaine. Tu veux pousser à 4, 5, 6, 6, il y en a certains qui l'ont fait 7 pendant un certain temps, il semble que ça marche pour eux, mais c'est beaucoup de temps pour quand on travaille, quoi, hein. Donc toi, si tu taffes ou si tu vas en cours, que sais-je, te prends pas la tête avec 7 séances par semaine, clairement pas. Maximum 5, 3 à 5 séances, ça suffira. Voilà, après on rentrera plus en détail dans le développement musculaire, ce qui selon moi est le secret du développement musculaire. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, où là si j'ai une question qui en parle, j'aborderai le sujet, mais c'est clairement pas le régime hyperprotéiné, même si la consommation de protéines est nécessaire dans le développement musculaire. Je sais pas si c'est bon, tu suis ? Très bien, on continue. Comment gérer les envies de grignotage nocturne sans compromettre ma santé ? Le grignotage nocturne. Je vous ai dit dans l'introduction que j'avais étudié un peu la psychologie du sport, etc. Et le grignotage nocturne, c'est un truc plus courant qu'on ne le croit. Comment l'éviter ? La réponse va paraître assez simple, hein, mais certaines personnes, un grand nombre de personnes ne fait pas parfois ce qui est simple. La meilleure manière d'éviter de grignoter pendant la nuit, c'est de manger à sa faim pendant le dîner. Et de manger à sa faim des aliments qui correspondent à notre objectif et qui ont un niveau de satiété, qui permettent suffisamment de satiété pour que dans la nuit, on ne ressente pas l'envie ou le besoin de se lever pour manger. Et le type d'aliments qui permettent ça, c'est des aliments qui sont riches en fibres, c'est des aliments qui sont riches en protéines. Voilà. Pour faire simple, on ne va pas rentrer plus loin dans les détails. Le soir pendant le dîner, bouffer des fibres et bouffer des protéines pour éviter de vous réveiller pendant la nuit et bouffer de la merde. Ah oui, deuxième point important, n'ayez pas de la merde dans vos placards. N'ayez pas de la merde dans vos placards. Tu achètes du chocolat, tu achètes des gâteaux, ne t'étonne pas d'avoir envie d'en bouffer. Si tu n'en as pas dans tes placards, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être te lever pendant la nuit, tu vas ouvrir tes placards, tu vas peut-être chercher pendant 1 heure, mais tu trouveras rien. Donc tu iras, au bout d'un moment, tu vas fatiguer, tu vas être couché, tu vas dormir. Ou alors, au pire, tu vas boire de l'eau. Et si tu veux, cette sensation de faim, c'est une fringale qui va finir par passer si tu manges à ta faim pendant le dîner. Voilà. Donc ne sois pas con, si tu veux perdre en masse graisseuse, n'achète pas de gâteau, s'il te plaît. C'est pour toi ce que je dis. Alors, existe-t-il des aliments qui accélèrent réellement le métabolisme ? Des aliments. Encore une fois, je vais répondre oui et non. Il y a des molécules qui ont montré une certaine efficacité en termes d'accélération en termes d'accélération de métabolisme. Et certains aliments contiennent du coup ces molécules. Ce qu'il faut retenir, donc ça c'est la partie oui. Notamment, moi je pense à 2 molécules qui me viennent à l'esprit qui scientifiquement sont assez cohérentes en termes d'accélération de métabolisme. C'est la L-carnitine, qui est un acide aminé, et la caféine. C'est les deux qui permettraient scientifiquement, les deux plus efficaces, d'accélérer le métabolisme pour faciliter la perte de poids. Le truc, c'est que peu importe les aliments que vous consommez,
peu importe les molécules, brûle-graisse, ainsi soit-elle, que vous consommez, si vous n'êtes pas en déficit calorique, c'est-à-dire si vous ne dépensez pas plus d'énergie que vous n'en mangez, vous ne perdrez pas de poids. Point barre, point à la ligne, ok ? Donc retiens bien ça. Si tu veux perdre du poids, si tu veux perdre la masse grasse, la base, ce que tu ne peux pas échapper, c'est le déficit calorique. À ça, une fois que tu as le déficit calorique, tu peux ajouter ce que tu veux. Ton eau citronnée, ta L-carnitine, ta caféine, tout ce que tu veux. Ça permettra d'accélérer un peu les résultats, mais la base, c'est le déficit calorique. Point à la ligne. Les cures détox sont-elles réellement utiles ou simplement un effet de mode ? Les cures détox, j'ai pas trop d'avis. Parce que j'en ai jamais fait moi-même. Jamais fait de cure détox, donc j'aurais du mal à t'en parler. Je veux pas te raconter de conneries. J'ai même pas beaucoup lu au sujet. Donc voilà, quel type de toxine le corps peut créer qui serait éliminable via des tisanes ou je sais quel type d'aliment, j'en sais rien, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux, c'est faire de la masse musculaire et performer à la salle. 30 minutes d'exercice par jour est suffisant pour une transformation physique. Oui, c'est suffisant si l'alimentation à côté est bien gérée. Je dirais même que tu peux, par exemple, perdre la masse graisseuse si tu fais zéro sport. Okay ? On va dire 70% du travail, en tout cas dans la perte de gras, est lié à l'alimentation. Je dirais même 70-80%. Donc 30 minutes, parfois, ça peut suffire pour créer un déficit calorique et perdre la masse graisseuse, etc. Si tu veux prendre en masse musculaire, 30 minutes, ça me paraît... tu vas peut-être progresser au début. Ça me paraît juste sur le long terme pour... à moins que tu aies des ambitions qui soient peu élevées, ça me paraît assez faible. Alors, continuons. Pour perdre du poids, cardio ou musculation, que recommandes-tu ? Les deux. Je recommande de faire les deux. Pourquoi ? Très souvent, les gens qui perdent du poids et qui ne s'y connaissent pas, ils vont à fond dans le cardio, à 100%, et ils font zéro musculation. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que déjà, construire de la masse musculaire, c'est beau. Voilà. Il y en a certains qui me disent « Oh, mais moi, je ne veux pas être trop musclé. » Frérot, on ne devient pas musclé par accident. Tu ne seras jamais trop musclé, crois-moi. Si tu t'entraînes naturellement, tu ne seras jamais trop musclé. Première chose. Deuxième chose, c'est que la masse musculaire brûle énormément de calories. C'est-à-dire que si tu as de la masse musculaire, tu vas brûler plus de calories et ta sèche sera plus facile. Plus que ça, si tu fais du cardio, le problème en fait avec la perte de poids, c'est qu'on a tendance à perdre en même temps beaucoup de masse musculaire. Et donc si tu fais du cardio, que tu perds beaucoup de gras mais aussi beaucoup de masse musculaire, tu vas énormément réduire ton métabolisme. C'est-à-dire que tu risques l'effet yo-yo à la fin de ta sèche. Le jour où tu arrêtes le sport, tu vas reprendre du poids et tu auras encore moins de masse musculaire qu'avant que tu commences à faire du sport. Et ça, c'est dramatique. D'accord ? Donc, ce que je te recommande, c'est de faire de bonnes séances de musculation qui n'ont pas besoin d'être longues, 45 minutes, 1 heure, et de terminer avec un peu de cardio, 15 à 30 minutes. Et ça, c'est la manière, selon moi, la plus efficace de faire une sèche. Okay ? De faire une perte de poids, une perte de gras. C'est de combiner musculation et cardio. Ne fais pas l'un ou l'autre. Je te conseille de combiner les deux.
note. Hein. J'espère que tu as pris un stylo, une feuille. Il faut noter hein, tout ça. Ok. Les applications de fitness sont-elles un outil efficace ou une perte de temps ? Ça dépend lesquelles. Hein. Moi, j'en utilise une tous les jours. Ça s'appelle Gymbook. C'est ça, Gymbook. Alors, je crois que c'est uniquement disponible sur l'Apple Store. Désolé les utilisateurs d'Android. Gymbook, moi, c'est mon carnet. Tu sais, on voit souvent des mecs un peu à l'ancienne qui ont un carnet, qui notent tout ce qu'ils font dans leurs séances. Pourquoi faire ? En quelle année vous vivez, les gars ? Il y a des vous savez qu'il y a des... On est à l'ère d'Internet. Hein. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été créées pour vous éviter d'avoir votre carnet avec vous. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. En même temps, au moins, ils notent ce qu'ils font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions plus pratiques. Donc moi, ma solution, c'est une application qui s'appelle Gymbook, où littéralement, j'ai toute ma séance. Et je peux même remonter à ce que j'ai fait il y a un an, les séances que j'ai faites il y a un an. Et donc, du coup, en termes de progression, tu peux constater, adapter tes séances beaucoup plus facilement. Tu peux aussi constater ta progression, ce qui est quelque chose d'assez agréable. Après, si on parle d'alimentation, il y en a une qui arrive, qui va être exceptionnelle, que j'utilise personnellement, mais on en parlera un peu plus tard. Sinon, je dirais que c'est du gadget. Il y en a une qui est pas mal, c'est MyFitnessPal. Je crois que c'est peut-être celle qui se démarque le mieux, où on peut rentrer nos aliments, on peut les scanner via le code barre. Via le code barre, on les scanne et puis on a les calories, etc. Et puis on peut les ajouter à notre alimentation. La réalité des choses, c'est qu'au jour le jour, c'est super casse-couille de le faire. Et que la plupart des gens ne le font pas, quoi. Donc, non, pour l'alimentation, jusque-là, c'est gadget. Jusqu'à ce que... Et pour l'entraînement, moi, personnellement, j'utilise Gymbook et ça fonctionne extrêmement bien. Faire de la musculation après 30 ans, est-ce risqué pour les articulations ? Forcez pas, les gars, 30 ans. 30 ans, on est jeunes, les gars. 30 ans, vous imaginez ? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de 60 ans qui commencent et disent « Mais les gars, 30 ans, vous vous rendez pas compte de l'énergie que j'avais ?» Et je n'ai pas 30 ans, hein. S'il te plaît, respecte-moi. Non pas que les gens de 30 ans, mais j'ai l'air jeune, non ? Regarde cette peau. Non, plus sérieusement. C'est risqué pour les articulations si tu fais n'importe quoi. Les tendons, les ligaments, ils ont une capacité d'adaptation. Donc, le secret pour éviter de te faire mal, c'est d'y aller progressivement, de choisir des mouvements, pas forcément que tu maîtrises, mais déjà d'apprendre à les faire techniquement, de commencer en termes de charge très bas et de faire ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire d'augmenter progressivement les charges que tu mets sur tes barres pour adapter non pas seulement tes muscles, mais aussi tes ligaments, ton cartilage, tes ligaments et tes tendons, pardon. Une fois que tu auras adapté tout ça, et ça va se faire naturellement avec la surcharge progressive, et bah tu n'auras pas de douleur. Après, à un certain niveau, et je parle en tant que power builder, j'ai le sentiment que la blessure et les douleurs sont un peu inhérentes au sport. Je pense qu'elles sont même inévitables. Et que très certainement, si tu es un sportif et que tu t'entraînes sérieusement, si tu n'as pas de douleur, c'est que tu ne t'entraînes pas sérieusement. Je pense que au bout d'un moment, alors je te dis pas la blessure peut être évitée, les douleurs, je pense pas. Je pense que les douleurs sont inhérentes au sport réalisé sérieusement. Et quand je dis sérieusement, c'est avec discipline à raison de 3 à 5 fois par semaine. Voilà. Même si tu fais tes mouvements correctement, même si tu t'échauffes correctement, je pense qu'au bout d'un moment, le corps, il est normal de ressentir des douleurs à certains endroits.
Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête avec les douleurs et les blessures. Il faut, comment dirais-je, adapter ses séances et ses échauffements en fonction et éviter de s'arrêter complètement dès l'instant où on a une petite douleur. Hein. Moi, j'ai un pote, tu te reconnaîtras peut-être si tu m'écoutes, qui arrête de faire le jambe le jour où il a mal aux épaules. Tu adaptes, s'il te plaît. C'est pas... Voilà, tu as mal à l'épaule, il faut adapter effectivement ton entraînement, il faut éviter de forcer dessus. Alors déjà, il faut savoir que immobiliser par exemple une tendinite, c'est dramatique. Il faut travailler, enfin rééduquer une tendinite pour pouvoir en guérir. Et deuxièmement, enfin frérot, t'as mal à l'épaule, la presse à cuisse, tu peux la faire. Encore le squat, il y a une dominante, enfin pas une dominante, mais il y a un peu de haut du corps. Mais s'il te plaît, respecte-toi, continue d'aller à la salle et continue de pousser, tu peux adapter tes séances. Peut-on compenser un week-end festif par une semaine de sport intensif ? Et bien ça, permet-moi de te dire que ça s'appelle la boulimie. Voilà. La définition de la boulimie, c'est je fais n'importe quoi en termes d'alimentation et j'ai des stratégies compensatoires, des gens qui se font vomir, des gens qui s'entraînent à outrance pour compenser la merde que j'ai fait en termes d'alimentation. Donc, si tu fais ça de manière régulière et symptomatique, c'est un type de boulimie. Tu es boulimique. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Après, bon, toute proportion gardée, si ça t'arrive de temps en temps, voilà, je suis pas en train de dire que tu as une pathologie mentale non plus, mais méfie-toi. Donc, non. Si tu as fait la fête pendant toute une semaine, reviens normalement dans le milieu du sport et reprends ta diète normalement, et tu n'as pas besoin de te donner 2 ou 3 fois plus parce que tu as fait la fête pendant une semaine. Voilà, c'est pas idéal, mais bon, ça sert à rien de se mettre à faire 6 heures de sport par jour pour rattraper de la merde que tu as fait la veille. Vas-y tranquille mon pote. Quel est le meilleur moment de la journée pour s'entraîner efficacement ? Quand tu préfères, mon ref. Quand tu préfères. Je sais qu'il y a des gens qui se réveillent le matin et qui débordent d'énergie. Après, j'ai 2 choses à dire. Premièrement, effectivement, il y a quelques études qui ont montré un moment optimal pour le développement musculaire en fonction de l'heure à laquelle vous entraînez. Il me semble que c'est le matin. La deuxième chose, c'est si tu t'entraînes le matin, tu as peut-être fait la chose la plus importante à faire directement, et ce qui est fait et n'est plus à faire. Ce qui veut dire que peut-être que si tu avais dû t'entraîner après le travail, tu n'aurais pas été à la salle. Et ne me mens pas, je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, si tu n'arrives pas, si tu manques d'énergie après le travail, entraîne-toi le matin, quitte à te réveiller plus tôt. Au moins, tu auras fait ce que tu as à faire. Et plus que, oh là là, le matin, ça me permet d'optimiser de 5% mon développement musculaire, on s'en fout. Il faut juste que le travail soit fait. Il faut juste que tu ailles à la salle. Il faut juste que tu pousses des charges, peu importe le moment, l'heure à laquelle tu le fais. Okay ? Donc, vas-y quand ça t'arrange. La réalité, c'est que si tu y vas le matin, sur le long terme, ça sera certainement plus simple. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et ça a véritablement changé ma vie. Voilà. Peut-on faire trop de sport au point de nuire à la perte de poids ? Je vois pas pourquoi faire trop de sport pourrait nuire à la perte de poids. Ça pourrait nuire à ta santé, nuire à tes articulations. Le surentraînement, voilà, tu pourrais être très fatigué et du coup affecter tous les autres domaines de ta vie. Mais nuire à la perte de poids, pour moi, c'est un non-sens. Je comprends pas trop la question là. Donc, voilà. On va juste passer à la suite. Hein.
Quelle stratégie utilises-tu pour rester motivé à aller à la salle après une journée difficile? Je viens d'en parler, je m'entraîne le matin. Voilà. Comme ça, le matin, je suis vierge. Je suis vierge de problèmes. Je me réveille le matin, j'ai une chose à faire, c'est aller à la salle et soulever des charges, alors qu'effectivement, la journée, tu travailles, tu bosses, tu utilises ta volonté pour faire autre chose que d'aller à la salle, et une fois qu'il faut y aller à 17, à 18, à 19 heures, tu skippes. Tu skippes parce que tu n'as plus la force, Alors excuse-moi mon gars, c'est le métier qui rentre. Mon ordi n'avait plus de batterie. Du coup, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je pense retourner une vidéo demain pour compléter un peu ce que j'étais en train de te raconter. On est aujourd'hui le 23 décembre, donc je te souhaite un joyeux Noël et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.